Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de questions d'actu. On revient ce soir, évidemment, sur cette mesure inédite en direction des jeunes Algériens sans papier se trouvant à l'étranger, ordonnée cette semaine par le chef de l'État. Le décret présidentiel offre une main tendue et une nouvelle étape vers la consolidation du front interne. Des milliers de jeunes Algériens se trouvant en effet en situation de grande précarité, voire de misère, livrés parfois à la prédation diverses. Certains sont utilisés dans des milieux mafieux et criminels pour nuire à l'image du pays. Pourquoi cette mesure? Pourquoi maintenant? On en parle dans quelques instants. Avec ce décret, je le disais, les jeunes Algériens regagneront la patrie selon leur propre arbitre, avec l'accompagnement de l'ensemble des institutions de l'État, de la République, loin des surenchères politiques et médiatiques françaises autour notamment de la question des OQTF ultra instrumentalisés par les médias français. Et puis, c'est l'occasion aussi de revenir sur les relations algéro-françaises et cette crise de 18 mois de crise aiguë, dont les conséquences sont désormais visibles sur le quotidien de millions d'Algériens établis en France. Discours racial, haineux, discrimination économique et stigmatisation de l'islam. Beaucoup d'Algériens ont déjà commencé à se rétablir en Algérie, fuyant un esprit pour le moins inhospitalier en France. On revient en fin d'émission sur la CAN 2025, la CAN des scandales et des polémiques, et comment Rabat nuit littéralement à l'arbitrage et au football africain généralement. Des changements d'arbitre à la dernière minute pour les rencontres avec le pays hôte. Le Maroc, principal bénéficiaire de décisions litigieuses, et des arbitres qui témoignent avoir subi des pressions pour orienter le tournoi en faveur du Maroc. On en parle en fin d'émission avec nos invités et nos consultants. Nos invités justement, Monsieur Hassan Qassimi, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On reçoit ce soir un invité particulier, Artisan Malik. Vous êtes créateur de contenu et on le verra tout à l'heure, vous allez nous dire ce que vous faites. Vous êtes déjà très connu des Algériens, en fait des deux bords, hein, des Algériens d'ici et de France essentiellement. Bonsoir. Et vous travaillez en fait à débunker essentiellement les fake news et à faire un travail de réinformation. Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Et puis avec nous, notre consultant, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Bonsoir. Bonsoir Madame Bacha, très heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup. On va commencer avec vous, Monsieur Qassimi. Je le disais, ce décret présidentiel, cette mesure en direction de peut-être de dizaines de milliers d'Algériens, de jeunes Algériens essentiellement, cet appel de la patrie. Pourquoi maintenant, selon vous? D'abord, tout simplement, il faut rendre hommage aux autorités publiques algériennes et politiques d'avoir pris une telle mesure, d'ailleurs courageuse, utile, nécessaire. Et elle intervient dans une conjoncture assez chrysogène, quand on voit ce qui se passe tout autour de nous, et particulièrement pour la communauté algérienne en situation légale ou illégale qui se trouve en France ou ailleurs. Et là, bien sûr, il faudrait mettre en valeur cette capacité d'écoute, de proximité des autorités publiques qui ont fait un diagnostic concernant la situation d'une jeunesse, particulièrement celle qui se trouve dans la situation de migrants sans papier, en situation illégale, ayant rejoint la rive nord et la rive sud de l'Europe, et qui se sont retrouvés piégés dans des situations juridiques où pratiquement ils n'ont aucune chance de s'en tirer. Donc les pouvoirs publics ont évalué la situation, ont pris la mesure, d'ailleurs assez bonne, d'ouvrir les frontières à nos enfants et de revenir dans un climat serein, soutenu et protégé par les pouvoirs publics, par l'État algérien. Donc l'écho de cette mesure au sein de la communauté algérienne à l'étranger, particulièrement ceux qui sont en situation illégale, nous avons vu un peu les journalistes algériens à travers la télévision, les entretiens qu'ils ont eus avec beaucoup de jeunes se trouvant dans cette situation. C'est la joie, c'est un peu la liesse
de vouloir d'abord bénéficier d'un document de voyage, d'un document d'identité, parce qu'il faut préciser que ces gens-là, quand ils sont arrivés en Europe, dans plusieurs pays, se sont retrouvés sans document de voyage et sans document d'identité, et ce qui complique encore bien la situation et rend la situation plus difficile à ces jeunes qui n'ont plus aucune chance non seulement de régulariser leur situation, mais aussi de protéger leur intégrité et leur sécurité, d'autant plus qu'ils se retrouvent en quelque sorte comme des apatrides sans nationalité, sans identité. Et là, bien sûr, la décision qui a été prise par les pouvoirs publics, c'est une décision mûrement réfléchie. D'ailleurs, elle a été étudiée en Conseil des ministres. Pratiquement, c'est un sujet qui a été débattu par toutes les autorités du pays, et il y a eu un consensus. Mais c'est ça, on va revenir sur ce consensus. Il y a eu des un large de consensus sur cette question qui a permis de prendre une telle décision, de régulariser la situation de ces jeunes. On va écouter justement quelques réactions avant de revenir au débat, quelques réactions de certains jeunes algériens se trouvant en France. Ils sont au micro de Afab Belhouchet et on revient. عندي مشكل في البلاد، عندي قضية في البلاد جابديني فيها قضية صحيح، راني نحوس نعرف نستفسر كيفاش ندير باش نحل هذا المشكل تاعي. أنا إنسان عايش في باريس، قاعد نهضر بالنسبة للقرار اللي داره السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اللي نشكروه من هنا من وين نكونوا، واحنا فرحانين الناس اللي عندهم مشاكل قضائيه في الدوله ولا عندهم دي بروبليم كومون نجي وني كونتو، احنا فرحانين ياسر. الله يعطيه الصحه الرئيس، والله داروا حاجه ملاحه اللجان تاعنا، ربي يحفظه ان شاء الله وربي يخليه لنا. Donc on remercie le président Abdelmajid Tebboune pour le geste fort qu'il a fait envers ses compatriotes qui ont fait des erreurs de parcours et qui leur donne une seconde chance pour rentrer au pays. C'était pour remercier le président M. Abdelmajid Tebboune pour l'engagement, le geste fort qu'il a fait en tendant la main aux jeunes Algériens qui se sont malheureusement égarés, mais qui leur donne la possibilité de revenir et leur tendre la main. Donc ça prouve qu'en Algérie, alhamdoulilah, on donne une seconde chance. Donc voilà, merci à lui pour ce geste. مليحة كاين ناس مساكنة حابة تحبط نورمالمون ما في الكونسيلا يسهلوا لهم شوية، خاطش من الأول كانوا حابين يحبطوا. أنا تلاقيت مع عباد في الكونسيلا حبوا يحبطوا. قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالشباب المغرر بهم من أبناء الجالية، والذي يعكس حرص الدولة على احتضان شبابها أينما وجدوا ومنحهم فرصة جديدة للعودة إلى الطريق الصحيح والإيجابي في المجتمع الجزائري. الناس اللي غلطوا بعض كيدخلوا البلاد ما يزيدوش يغلطوا وتحت الجزائر. Voilà donc pour ces réactions au micro de Afaf Belhouchet, notre correspondante à Paris. Artisan Malik, lorsqu'on entend ce qui a été dit là, on comprend qu'il y avait une attente de la part de beaucoup d'Algériens qui sont dans ces situations, on disait, de précarité, de misère, et d'autres pièges aussi qui leur ont été tendus justement parce qu'ils sont dans ces situations de précarité. Vous, en tant que franco-algérien, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette mesure ? Cette mesure est la bienvenue et il était temps qu'elle arrive, je pense, parce que on voit, moi j'ai connu des cas vraiment de personnes qui se retrouvent plus qu'en situation de vulnérabilité, ils n'ont pas le choix. Et moi j'en ai vu qui peuvent se retrouver dans des réseaux, on va dire criminels, parce que pas de droit, parce que aucune perspective d'avenir direct dans une situation régulière ou quoi que ce soit. Ces personnes-là sont exploitées. J'en ai connu, ils sont exploités par des réseaux qui vont s'en servir parce que ces personnes-là ne réclament pas, ne peuvent pas porter plainte, ne peuvent pas aller se plaindre, et même s'ils se font attraper, qui va les croire ? Avant même d'arriver à des situations où des officines qui ne souhaitent pas du bien à l'Algérie, on va dire, peuvent profiter aussi de ça, pousser cette colère parce que justement pas de régularisation, ils se sentent un peu apatrides, ils peuvent les pousser à faire des choses, dire des choses
surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. C'est très facile, sur un moment de colère, de pousser quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens de gagner de l'argent ou quoi que ce soit à dire des choses qu'il regrette, qu'il peut regretter, on en a vu. On en connaît. La main tendue de l'État algérien et du président de la République envers la jeunesse, et pas que la jeunesse algérienne à l'étranger, a porté ses fruits. On a vu des personnes qui ont réalisé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et moi, je pense que cette décision est très importante. Elle sera bien reçue, je présume. On a vu les témoignages des uns et des autres. C'est très bien. Moi, je pense qu'il faut encourager ce genre de choses. Bien sûr qu'il y a des conditions. Ne pas avoir participé à des choses très graves, avoir collaboré avec des pays ou des officines qui peuvent nuire à l'Algérie, et surtout promettre de ne pas récidiver. Oui. C'est toujours la même chose. Le droit à l'erreur existe, c'est bien. Récidive, évidemment. La récidive est plus compliquée. Moi, j'ai toujours dit ça. Donc, j'espère que cette main tendue sera saisie par une grande partie de ceux, et je pense qu'ils en profiteront. Que ça va être le cas. Inch'Allah, ça va être le cas. Et voilà. Et justement, c'est une question qui, on disait, dans le cadre de cette crise entre les deux pays, a été largement instrumentalisée dans ce que les Français appellent les OQTF. Justement, il y a cette mesure va balayer complètement ce dossier, la manière dont il est instrumentalisé en tout cas. Et on disait, ces jeunes, lorsqu'ils le souhaitent, vont rentrer dans le cadre d'un accompagnement de l'ensemble des institutions, organisations et instances du pays. Ça ne va pas se faire, ça va se faire dans... il y a une volonté de rétablir la dignité, en fait. C'est ça, et puis ça enlève un petit peu peut-être un argument médiatique ou politique de certains partis politiques qui veulent faire croire absolument que l'État algérien instrumentaliserait ces personnes en situation irrégulière, etc. Et là, ça coupe l'herbe vraiment sous le pied de toute cette propagande, parce que l'Algérie a besoin de tous ses enfants, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Et cette main tendue est aussi un message, une réponse à ceux qui veulent faire croire que l'Algérie utiliserait peut-être l'immigration ou pas l'immigration contre qui que ce soit contre l'Europe ou ailleurs. Donc c'est une décision très sage qui montre aussi qu'on a besoin de tous nos enfants. L'Algérie a besoin de tous ses enfants. Et puis, dans le cadre, je l'ai dit, moi, cette politique, cette exploitation politique de situation, justement, où l'Europe et la France a besoin d'immigration, mais elles veulent cacher la forêt par un arbre des OQTF, là, ça va leur couper l'herbe sous le pied, je pense. Monsieur Qassimi, le rétablissement de la dignité, de la confiance aussi de ces jeunes, c'est pour ça que dans le communiqué du Conseil des ministres, il y a justement la notion, le fait de dire que c'est l'État qui va accompagner, ces jeunes-là vont rentrer dans leur pays en ayant leurs documents, en ayant un sentiment de confiance tout simplement, qui a été peut-être brisé par le passé. Vous savez, avec une telle décision, c'est un message à l'international qui est transmis par les autorités politiques algériennes. D'abord, c'est l'un des seuls pays au monde qui pratiquement décide d'accompagner, de faciliter le retour des migrants en situation illégale dans leur pays d'origine. Ça, c'est nouveau. Aucun pays ne l'a fait. L'Algérie a eu le courage de le faire. Mais il faut préciser aussi que la décision qui a été prise en Conseil des ministres, elle fait suite à une succession de mesures qui ont été prises en faveur de la réintégration des jeunes d'une manière générale en difficulté ou à la quête d'un emploi ou des jeunes qui cherchent à améliorer le quotidien de leur vécu. Donc ce qui est aussi important, c'est que cette opération de retour est une opération de retour volontaire. Cela n'a rien à voir avec les OQTF. Faut le souligner, et vous devez savoir que la presse de l'extrême droite française a très mal réagi pour la simple raison que les autorités politiques ont frappé très fort, très dur. Et elles ont retiré pratiquement le plat préféré de l'extrême droite, de la classe politique. Oui, qu'est-ce qui va leur rester sur les plateaux? Il ne reste absolument rien à se mettre sous la dent. Et là, l'Algérie reprend de manière volontaire, de manière souveraine, ses enfants en Algérie. Et c'est une opération qui sera organisée sous le parrainage des autorités publiques algériennes à travers les consulats.
Et bien sûr, en donnant des passeports, en donnant des cartes d'identité aux Algériens qui se trouvent en situation illégale, nous assurons une protection à cette population de jeunes. Et bien sûr, il y a des jeunes qui décideront de revenir de leur propre gré et d'autres qui, dans le cas où ils régulariseraient la situation, ils pourront revenir à leur libre choix de revenir à la mère patrie ou de continuer à travailler à l'étranger. Mais le plus important dans tout cela, c'est que l'Algérie est un pays fort qui a pris une mesure forte, des messages très forts qui sont adressés pas uniquement à la France, qui sont adressés à l'Union européenne pour la simple raison que vous avez derrière pratiquement ce dossier, il y a une volonté malveillante des autorités politiques françaises de vouloir utiliser le dossier de la migration illégale pour un peu bloquer le dossier de la... Et M. Kaoubi est au courant et connaît très bien ce dossier, le dossier de la réexamen, de l'accord d'association Union européenne-Algérie. La France a l'intention d'utiliser ce dossier pour bloquer le processus de renégociation. Donc l'Algérie... Pardonnez-moi, M. Kassimi, oui. cette instrumentalisation et cette propagande anti-algérienne dans les médias, etc., aussi au niveau de la sphère politique, va s'arrêter. Parce que là, le problème des sans-papiers algériens, en tout cas, va être réglé. On ne peut plus reprocher à l'Algérie on ne peut plus d'encourager une migration illégale à destination de la France ou d'ailleurs. D'ailleurs, c'est l'argument fort et puissant de l'extrême droite qui a toujours accusé l'Algérie de vouloir encourager une migration massive, illégale vers la France. Maintenant, l'Algérie vient de frapper un coup très fort et de pratiquement c'est un uppercut. Hein. À la limite, il ne risque pas de se réveiller de sitôt. Et là, croyez-moi que l'Algérie reprend ses enfants. Elle reprend ses enfants, en plus, dans des conditions dignes, dans des conditions respectables, et en offrant beaucoup de perspectives à ces jeunes qui auront la possibilité de revenir mu'azzazin, mukarramin dans leur pays d'origine. Oui, justement, c'est l'objet de ma question, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Le communiqué cite par ailleurs, et j'aimerais qu'on y revienne, cite le mot harga. C'est pour dire immigration illégale dans un communiqué officiel du Conseil des ministres, c'est pas rien. C'est une façon aussi de dire que ce phénomène, nous le reconnaissons, il a été longtemps tabou chez nous. Donc il y a la reconnaissance de ce phénomène, mais avec des statistiques amplifiées, notamment par ces partis dont on parle, en France et ailleurs, pour dire que l'Algérie est un pays économiquement en déclin ou en faillite. Et ces jeunes, M. Kaoubi, seront finalement injectés, doivent être injectés dans l'économie nationale. Enfin, quand je dis injectés, c'est-à-dire réinsérés plutôt. Il va falloir trouver des mécanismes de réinsertion, des mécanismes de réinsertion sociale et économique. Et est-ce que nous les avons ? Bien sûr qu'on les avons. Nous les avons et ça ne date pas d'aujourd'hui, ces mécanismes d'insertion. Ces Algériens dont la main a été tendue pour qu'ils reviennent chez eux, parce que c'est très très important. Comme une maman n'abandonne pas ses enfants, l'Algérie, contrairement à ce qui a été parce que c'est ça qui a été vendu aussi, c'est que l'Algérie a abandonné. Tout à fait. D'ailleurs, le mensonge et les allégations sont une conséquence d'une perte d'arguments valables d'une extrême droite qui n'avait pas d'autres marchandises à offrir à ses adeptes. J'utilise sciemment le mot adepte, que d'être dans le mensonge et dans le déni. L'Algérie n'a pas encouragé cette harga. D'ailleurs, le mot harga dénote d'une immigration illégale. Et cette illégalité, l'Algérie a tout fait pour la combattre juridiquement, en prenant des dispositions légales pour lutter contre cela, en mettant en place des moyens conséquents pour empêcher cela. Et l'Algérie a naturellement tout fait pour que sa jeunesse, sa richesse, parce que la jeunesse est une richesse. Je me rappelle du livre du prix Nobel d'économie en 1985, pour un livre intitulé « Il n'est de richesse que d'hommes » et de femmes, bien sûr. Donc la jeunesse
est le capital et la richesse d'une nation. Et l'Algérie en est consciente. Pour cela, l'Algérie n'a pas attendu que la droite ne pointe les autorités algériennes du doigt pour mettre en place tous les mécanismes économiques, sociaux, pour offrir de l'emploi à ces jeunes. Tout le monde se rappelle du dispositif de l'ANSEJ avec tous les encouragements, les aides, aussi bien en termes d'apport qu'en termes d'exonération fiscale, qu'en termes d'exceptions offertes aux jeunes pour avoir des marchés dans le cadre des marchés publics, etc. Donc pour cela, je pense qu'on n'a rien à démontrer pour dire que l'Algérie n'attend pas à ce que les gens la pointe des doigts pour offrir cette... Par contre, par rapport à l'insertion, ces Algériens vont revenir chez eux et ils vont bénéficier des mêmes dispositifs que leurs compatriotes en bénéficient. C'est pour cela que je reste serein. L'Algérie, alors, il faudrait les citer parce qu'il y a plusieurs dispositifs. En partant peut-être de l'une des dernières mesures qui a été, qui est instaurée en Algérie, c'est l'allocation chômage aujourd'hui, qui a été revue d'ailleurs à la hausse. Et qui coûte énormément à la collectivité. Pour vous dire, si on donne les 6 000 milliards de dinars en termes comme transferts sociaux, dans les 6 000 milliards de dinars, il y a l'équivalent de 3,2 milliards de dollars de primes de chômage. Chose qu'on ne retrouve nullement ailleurs. Et donc en faisant cet effort de solidarité, l'Algérie est consciente de vouloir conserver sa jeunesse et de lui donner un message d'espoir. Un message d'espoir par rapport à un projet économique qui se veut créateur de richesse, qui se veut diversificateur d'économie, qui se veut créateur de possibilités d'emploi basées sur l'investissement. Et donc, en attendant à ce que cette maturation soit faite, par rapport à des investissements qui sont de plus en plus importants dans les différents secteurs d'activité, cette prime de chômage permet donc d'accompagner cette frange de la société afin de trouver et afin de créer les mécanismes d'adaptation, non pas pour financer du chômage, mais pour financer un emploi digne et un emploi qui permettrait à l'Algérie de bénéficier totalement de ce capital énorme qui est sa jeunesse et que beaucoup de pays nous envient. La France, par exemple. Quand on examine la pyramide d'âge, on voit que un des dangers qui guette la France, c'est celui de ne plus, justement. Et une France est d'un impérialisme mondial qui voudrait sélectionner, d'ailleurs ils le disent, une immigration sélective. C'est quoi sélective? C'est du pillage. C'est de prendre de la matière grise. On reste sur le modèle colonialiste qui est basé sur les pillages. Des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines. On veut nous soutirer notre matière grise, notre force d'emploi. Un jeune de 18 ans, c'est une espérance de production de plus de 40 ans. Voyez-vous, Madame Bacha, que cette équation est tellement importante que l'acte de l'Algérie de récupérer ses enfants, de les rétablir dans un milieu naturel, qui est prometteur par rapport à une Algérie qui se veut être digne, qui se veut être producteur. Juste une chose, on imagine sur les plateaux de télévision, essentiellement d'extrême droite, des personnes bien connues d'ailleurs, des personnalités bien connues qui pourraient dire oui, mais avec tous vos mécanismes et tout ce que vous offrez à la jeunesse, ils sont tout de même partis, ils sont chez nous, ils sont des sans-papiers. Est-ce que on ne peut pas dire aussi qu'il y a cette désinformation qui est extrêmement présente sur les réseaux sociaux, qui dépeint une image extrêmement positive de l'exil doré, etc., alors qu'il n'en est rien. On a vu une partie de ces jeunes qui souffrent, qui sont piégés, comme le disait M. Qassimi, sans papier, sans possibilité de retour, sans possibilité d'être épanouis dans les pays qu'ils ont choisis. Et donc, il faut aussi s'attarder sur ce point-là.
Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, Artisan Malik. C'est exactement ce qui m'a poussé, moi, personnellement, au moment où j'ai commencé, c'est de rétablir une certaine vérité, de pointer du doigt certains mensonges, parce que la vie de tous les jours, que ce soit en France ou ailleurs, n'est pas celle des réseaux sociaux. Il y a aussi des gens qui ont été payés exprès. Quand on va se filmer en bas de la Tour Eiffel et qu'on dit que le monde, c'est les Champs-Élysées, le monde n'est pas spécialement les Champs-Élysées. Et puis on a cette classe politique, on va parler de la France, dont une grande partie a échoué et qui veut cacher, et je l'ai dit, la France, selon les chiffres, quand on regarde que chaque femme a un taux de natalité de 1,6 enfants, on voit qu'il n'y a pas de renouvellement de génération. Ils ont besoin... D'ailleurs, 2025 a été l'année où il y a eu plus de décès que de natalité. Donc ça veut dire que la population baisse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas alimenter l'économie en force de travail, c'est-à-dire aussi qu'on va avoir du mal à payer les retraites. Donc on a besoin, et c'est ça que les politiques français peut-être oublient ou ne veulent pas dire. Mais il y a un problème en France, Artisan Malik, particulièrement. On a vu que dans d'autres pays européens, vous me corrigez si je me trompe, Monsieur Kaoubi, en Allemagne, il n'y a pas eu ce problème. En Italie, on a régularisé aussi près de 2 millions, je crois, de sans-papiers. Oui, Monsieur Cassimi, vous pouvez réagir. Je voulais vous dire qu'il faudra absolument démystifier le discours de l'extrême droite française sur la migration. Meloni, en Italie, a été élue sur un discours anti-migratoire. Ah oui, extrême droite. Dans la perspective, et elle a fait le contraire. Quand elle est arrivée aux affaires, elle s'est aperçue que l'économie italienne avait besoin d'une main-d'œuvre bon marché et d'une main-d'œuvre en quantité importante. Donc, ce qui se passe actuellement en France, vous l'avez bien dit, pour la première fois, il y a pratiquement le nombre de décès est équivalent au nombre de naissances, ce qui fait que la population française ne se reproduit plus. Nous sommes en présence d'un déclin démographique. Cela veut dire aussi qu'il y a une menace sur la main-d'œuvre dans le secteur de l'économie et de l'industrie française. Donc, vous voyez que si on doit parler de la migration des Français, là, il faudrait poser des problématiques là, parce qu'on nous accuse, là, on accuse l'Algérie. Souvent, l'extrême droite accuse l'Algérie de vouloir un peu exporter sa main-d'œuvre de manière illicite à l'étranger. Parlant de la migration française, vous avez l'équivalent de 45 000 Français chaque année qui migrent, qui quittent la France. Vous avez l'équivalent de 15 000 jeunes Français qui quittent chaque année la France pour migrer ailleurs. Et vous avez l'équivalent de 900 multimillionnaires Français qui ont quitté la France. Vous voyez à peu près qu'il y a actuellement en France une migration massive de la France vers d'autres pays. Et si on doit revenir aux chiffres réels, parce que les chiffres sur la migration concernant l'Algérie ont été gonflés. Bon, les chiffres qui ont été donnés par le ministre, par différents ministres de l'Intérieur français, donc c'est des chiffres sur lesquels il n'y a pas un consensus parce qu'ils ne maîtrisent pas la courbe de la migration des entrées et des sorties, donc ce qui rend très difficile la maîtrise de ces chiffres. Je vais vous donner un exemple. Concernant les Algériens, il y a à peu près, selon les autorités françaises, il y aurait 10 000 Algériens qui ont fait l'objet d'un OQTF. Si on prend en 2024 le nombre des migrants qui sont rentrés en Algérie, dans le cadre des OQTF, il y a eu 3 000 migrants ont fait l'objet d'un OQTF et qui sont entrés en Algérie, ce qui fait qu'il reste à peu près 7 000, c'est une moyenne annuelle d'ailleurs, de 7 000 OQTF. Donc sur les 7 000 OQTF, vous avez 135 000 OQTF qui sont pris en France pour l'ensemble des communautés. Vous voyez que la communauté algérienne représente une quantité vraiment infime, 7 000. Non, mais c'est là qu'on peut parler d'instrumentalisation. OQTF algériens sur 135 000 OQTF qui sont pris par la France, vous avez un peu une forte instrumentalisation qui consiste à tirer sur l'Algérie, à instrumentaliser, à manipuler et à faire croire que la France est pratiquement inondée de migrants algériens. Alors quand on revient à la vérité des chiffres, vous voyez que 7 000 OQTF algériens sur 135 000, c'est à peu près quelque chose d'insignifiant. Oui. Et je dirais autre chose. Pardonnez-moi, 3 000 OQTF réceptionnés par l'Algérie, c'est une moyenne annuelle, ça n'a jamais varié. Annuelle. Et je vais vous dire aussi que la migration illégale,
c'est à peu près quelque chose de béni pour l'Europe et pour la France. Vous devez savoir que la migration illégale a été encouragée dans le cadre du forum de Davos, il y a de ça une quarantaine d'années, et qu'il y avait un problème concernant la main-d'œuvre. Oui. L'industrie européenne et l'industrie américaine avaient besoin d'une main-d'œuvre bon marché. Il fallait absolument aussi casser un peu cette main-d'œuvre syndiquée qui était en situation légale, et il fallait ramener une main-d'œuvre en situation illégale pour concurrencer un peu cette main-d'œuvre revendicatrice et qui coûte cher à l'Europe. Donc il y a eu les frontières qui ont été ouvertes et un appel à une migration illégale. À l'origine, ce sont les Occidentaux qui ont encouragé dans le cadre Mais là, les grands le patrons, besoin- ce sont les grands patrons des grands Monsieur groupes, Qassimi. des grandes firmes multinationales qui ont encouragé cette migration illégale vers l'Europe et vers les Et le États-Unis. besoin se fait toujours ressentir dans ces économies européennes qui ne se portent pas si bien que ça Tout d'ailleurs. à fait. Si on prend le on prend constat, le cas- il est en France. Le cas de la il est en France, par Allemagne, exemple, qu'est-ce que représente il est dans- cette immigration illégale pour l'économie française? C'est une main-d'œuvre bon marché qui ne bénéficie pas. Non, mais quels sont, par exemple, les secteurs qu'elle soutient Si on sur prend lesquels- l'agriculture, si on prend le bâtiment, c'est les métiers. Et puis, on a pour certains aussi Service la public. santé, Voilà. le médecin. Et puis, avec des distorsions très, très importantes entre rapport salaire et services pays. Donc, si on prend le secteur de l'agriculture et du bâtiment, c'est une main-d'œuvre très, très bon marché, donc imbattable par rapport aux salaires qui sont versés, et puis qui ne bénéficient pas de couverture sociale. Quand on sait que le taux des cotisations sociales en France est pratiquement à 40%, donc ne serait-ce que par rapport à ça, vous voyez, remarquez quelle est l'économie qui est faite. Ouais. Donc, en fin du compte, si on prend une balance, cette immigration clandestine ne bénéficie en réalité à l'économie française et non pas à l'économie algérienne. De l'autre côté, elle bénéficie à une droite qui n'a pas d'argument objectif. Un débat sérieux, comme on est en train de l'évoquer, M. Qassimi était en train de donner des chiffres très révélateurs et qui attestent que si on débat sérieusement, Il y a aussi ce climat préélectoral. Hein. Non, et puis cette guerre de l'image qui est évidente. On veut déstabiliser un pays pour un agenda très clair en utilisant des arguments qui, en fin du compte, répondent à des besoins d'une secte. L'extrême droite, composée principalement d'une idéologie des harkis et des pieds noirs, est nostalgique d'une Algérie qui n'arrive jamais qui constitue un cauchemar, une Algérie émancipée, qui veut établir des relations sérieuses, respectueuses, basées sur une responsabilité de la France par rapport à un passé colonial plein de contradictions et plein de génocides, je le dirais, ne veulent pas que les questions sérieuses soient débattues dans la sérénité et dans l'objectivité. Mais en même temps, cet Algerian bashing, comme on dit, et là, il a son effet, il a ses effets néfastes à la fois sur la société algérienne. On voit que des jeunes peuvent se laisser tenter et le regretter plus tard. Et il y a aussi la société française qui est aujourd'hui traversée littéralement par un esprit racial. Hein. On vit quelque chose. Alors, je me rappelle, moi, lors des événements du 11 septembre à l'époque, en France, on s'imaginait absolument pas que ça pouvait arriver aujourd'hui. On voit une polarisation, on voit une instrumentalisation sur des faits aujourd'hui. Ce n'est plus de la presse sérieuse avec des enquêtes, etc. C'est, comme vous l'avez dit, c'est l'image. C'est l'image. On va vous montrer. C'est les médias d'opinion aussi. C'est ça. Donc, on essaie d'orienter non pas vers la vérité, mais vers la pensée qu'on a. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour arriver à une polarisation. Et je le dis, pour moi, c'est une société française, c'est une société malade, malade de ses contradictions. Alors c'est le pays des droits de l'homme, mais en même temps, quand on regarde l'histoire depuis 200 ans, c'est pas du tout l'image qu'on peut en avoir. On doit se taire dessus, c'est surtout ça le problème. On n'a pas le droit d'en parler. Aujourd'hui, on stigmatise les musulmans, et surtout si tu es musulman et
algérien, c'est la double Et ça, peine. vous l'avez ressenti? À quel moment ça a basculé selon vous? Est-ce que ça a commencé avec la dégradation des relations entre les deux pays? Est-ce Non. que ça a été avant? Non, pour moi, ça a commencé il y a peut-être une dizaine d'années où petit à petit, on a vu certains discours qui étaient plutôt minoritaires. On a vu certaines chaînes de télévision apparaître tenues par des oligarques qui ont certaines pensées, plutôt des idéologies même. des idéologies très très orientées. Et petit à petit, en travaillant l'opinion publique sur les réseaux sociaux, sur certaines chaînes de télé privées, on est arrivé à ce que toute la classe politique, de gauche ou de droite, on va dire que leur tempo, c'est l'Algérie ou pas l'Algérie. On ne fait plus de politique interne en France, on fait de la politique par rapport à l'Algérie ou pas l'Algérie. Aujourd'hui, c'est ce qui polarise. Est-ce qu'on veut des bonnes relations avec l'Algérie ou est-ce qu'on veut le clash? On ne parle plus que de ça. Alors, encore plus depuis ce qui s'est passé, c'est-à-dire depuis la crise il y a 1 an et demi à peu près, où là, c'est devenu presque, moi j'ai l'impression que c'est de la folie. Je crois que c'est le professeur Ben Saada a dit que le mot Algérie, sur les 11 premiers mois de 2025, a été cité plus de 24 000 fois. C'est hallucinant. C'est obsessionnel. C'est obsessionnel. Monsieur Kaoubi, une dernière question sur la réintégration sociale, économique des jeunes qui pourraient donc être intéressés par cet appel à la patrie. Dans quel secteur, quels sont les secteurs qui peuvent attendre justement cette main-d'œuvre ou ces compétences? Il y a aussi des compétences parmi ces jeunes. Tout à fait. Donc, si on prend l'agriculture qui bénéficie de très grands programmes de développement, la construction, les grands travaux, et puis il y a tous les dispositifs qui permettent à un Algérien de créer son entreprise. Donc, le dispositif de l'auto-entrepreneur qui est plus qu'incitatif, donc avec des exonérations presque incroyables, inégalables ailleurs, avec une facilité en termes de démarches administratives. La même chose avec la NASDA qui remplace l'ANSEJ et qui a pour objectif de permettre aux rêves des Algériens d'être réalisés sur le terrain avec des accompagnements, avec des subventions, avec des aides financières, avec des crédits sans intérêt, etc. En plus de ça, il y a toute cette dynamique économique qui est encouragée par les pouvoirs publics et qui vise à mettre en place une économie solide qui commence d'ailleurs à donner des résultats très positifs. Prenez le taux de croissance. Prenez par exemple le taux de croissance dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des matériaux de construction, dans l'industrie. Donc cette image qu'on veut véhiculer d'une Algérie qui n'investit pas, qui ne crée pas des emplois, c'est justement cette mission dont nous avons tous l'obligation de renverser et de véhiculer cette image, parce que je ne crois pas que les Algériens sont partis ailleurs à cause de problèmes d'emploi ou d'embauche, etc. C'est justement cette image, ce rêve qu'on leur a vendu et qui est contraire à une sécurité qu'ils ont aujourd'hui ici, à de possibilités de créer d'emplois qu'ils ont aujourd'hui ici, et à une Algérie qui se veut conquérante et qui a besoin de tous ses moyens, notamment sa force de travail, sa jeunesse, pour construire le rêve algérien qui a déjà commencé et autour duquel on doit tous être mobilisés. Merci beaucoup, Monsieur Kaoubi. Merci d'avoir été avec nous. Et on va être rejoint par notre consultant Sami Kaidi dans un petit instant. Monsieur Qassimi, après cette... enfin, je dis après, mais c'est pas encore entamé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de dégel, on ne peut pas encore le dire entre les deux pays, on ne sait pas encore, mais ces 18 mois de crise où il y a eu cette forte propagande anti-algérienne en France, ces fake news, et ça continue jusqu'à aujourd'hui dans les médias, ce qu'on appelle les médias Bolloré et autres, il va falloir réparer tout ça. D'abord en direction des Algériens de France, des Algériens qui sont ici, qui reçoivent ces fausses informations. Il va falloir faire un travail aussi sur ça. Il faut savoir que ce que vous dites est un souhait, bien sûr. Mais là, quand on voit la situation telle qu'elle se présente actuellement en France,
Je pense que cela risque d'être reporté à plus tard, après les élections de 2027, parce que dans la conjoncture actuelle, à peu près en France, il y a une gouvernance qui, à la limite, disons, n'existe plus. Chaotique. Il y a pratiquement beaucoup de lobbies, beaucoup de courants politiques, mais personne ne gouverne. Un pays qui est livré à lui-même plus de 3 600 milliards de dettes d'euros, l'équivalent de un service de la dette de plus de 100 milliards d'euros, donc un pays sur le plan financier et économique qui est ingérable. Donc ce qu'on pourrait dire à ce sujet, c'est que la France doit réviser son attitude et son comportement à l'égard de l'Algérie. L'Algérie est un pays souverain. Elle a prouvé à plusieurs reprises qu'elle n'accepte pas qu'on adresse des ultimatums à l'Algérie, ou alors qu'on la menace, ou alors qu'on la traite de manière un peu désobligeante, ce qui explique que pour le moment, la crise, elle est là. Il y a bien sûr des événements qui ont failli provoquer l'irréparable depuis 2024. Bien sûr, une extrême droite politique très influente, très puissante, irresponsable d'ailleurs, il faut le souligner, et qui a failli provoquer l'irréparable, à savoir une rupture diplomatique entre les deux pays. Il y a une reprise un peu assez timide. Assez modérée avec la dernière visite de hauts responsables français, des réunions techniques qui se sont déroulées ici à Alger. Il y a en perspective la visite du ministre de l'Intérieur français qui pourrait être organisée dans le cas où la France abandonnerait un peu ses vieilles habitudes coloniales consistant à vouloir déstabiliser l'Algérie. Vous avez vu dernièrement une organisation à la limite que j'appellerais l'OAS, qui s'appelle actuellement le MAC, qui a été autorisée, protégée par la police française et qui pratiquement affiche des slogans politiques séditieux, séparatistes, très dangereux à l'égard de l'Algérie. Cela, l'Algérie ne l'accepte pas. Justement. Et justement, oui, je vous écoute. Monsieur Qassimi, il y a dans ce communiqué du Conseil des ministres l'exception que l'Algérie, enfin les conditions de l'Algérie pour l'accueil de ces jeunes, qui dit que sont exclues certaines catégories de personnes qui ont, on disait, fait partie de réseaux criminels, mafieux ou ayant collaboré avec des services de renseignement étrangers à l'encontre de leur pays. On peut penser d'ailleurs à des agents du MAC d'ailleurs. Et justement, cette condition, elle est aussi vis-à-vis du dossier, du fameux dossier des OQTF, parce que la France veut aussi se débarrasser de certains cas, comme de criminels, etc. L'Algérie dit non. Sur le dossier de la relation algéro-française, il y a à la limite deux dossiers phares qui sont importants. C'est le dossier de la sécurité, le dossier de la migration, et il y a un troisième dossier qui n'est pas d'ailleurs accessoire, c'est le dossier économique et d'autres politiques, d'autres dossiers régionaux, le Sahel et le Sahara occidental. Maintenant, pour le dossier, si on doit revenir au dossier de la sécurité, il faut savoir que l'Algérie a des priorités, des exigences concernant son unité nationale, sa sécurité nationale, et que l'Algérie continuera toujours à exiger que la France abandonne ce processus de soutien, d'encouragement, de financement d'organisations terroristes subversives qui ont trouvé refuge sur le territoire français et qui ont trouvé d'ailleurs refuge dans le cadre du statut des réfugiés. On leur a attribué le statut des réfugiés pour qu'ils soient à l'abri de toute poursuite de la justice internationale. Ce sont ces dossiers qui seront négociés avec la partie française dans le cas où on espère revenir à un débat serein pour pouvoir faire évoluer le débat vers une normalisation. Mais là, l'Algérie a des exigences incompréhensibles d'ailleurs, consistent à vouloir demander à la partie française d'interdire toute activité sur le territoire français portant atteinte à l'unité et à la sécurité de l'Algérie. L'Algérie compte en faire le... Ah oui, et là, je vous dirais, là, je ne partage pas votre avis concernant les militants du MAC. Vous devez savoir que c'est une mesure qui pourrait concerner les militants du MAC, à condition qui pourrait bien sûr s'engager, parce que vous devez savoir que le MAC
s'investit dans le milieu de la migration en situation irrégulière et en situation de fragilité et de précarité. Et c'est dans ce milieu-là qu'elle essaye de mobiliser et bien sûr d'instrumentaliser. Maintenant, l'Algérie intervient pour récupérer cette population en situation illégale, de fragilité et de détresse. Et ceux qui ont milité dans le cadre de ce mouvement, qui décident de revenir en Algérie en signant des engagements de ne plus revenir à des activités subversives qu'ils ont exercées plus ou moins dans le passé, bien sûr, la porte est ouverte également aux militants. Donc il n'y a pas vraiment d'exclusion, c'est ce que vous dites, M. Qassimi? Comment? Il n'y a pas vraiment d'exclusion. Quels sont les cas qui sont exclus? Il y a trois cas. Il y a trois cas sur lesquels il y a une exclusion formelle. Ce sont ceux qui sont coupables de crimes de sang, ceux qui sont coupables de trafic, les cartels de drogue et les parrains de drogue, poursuivis pour activités criminelles, et il y a ceux qui sont poursuivis pour haute trahison, pour avoir travaillé avec des entités étrangères. Ce sont ces trois cas qui constituent l'exclusion. Maintenant, pour le reste, la porte est encore ouverte. Et pour qu'on comprenne bien les militants du MAC, est-ce qu'on peut les considérer comme ayant collaboré avec vous savez, services de renseignement il faut distinguer entre la direction du MAC qui a collaboré avec des États étrangers qui sont hostiles à l'Algérie et des militants qui ont été manipulés, qui ont été recrutés et qui sont victimes à peu près de leur statut de migrants en situation illégale pour lesquels l'État algérien a ouvert les frontières et l'État va les soutenir pour revenir en Algérie, à condition, bien sûr, qu'ils s'engagent à ne plus faire de telles activités hostiles à l'Algérie. Donc, c'est un point de vue, bien sûr, qui peut être partagé. Pour qu'on comprenne bien, effectivement. Mais dans l'ensemble, les militants du MAC ne se situent pas dans les trois situations d'exclusion parce que le gouvernement a pris un communiqué, il a pris un décret, et les quatre cas et les trois cas qui ne figurent pas dans cette possibilité de régularisation étaient nommément cités: crime de sang, trafic de drogue, haute trahison. Maintenant, pour les petits militants qui se sont égarés, qui ont été manipulés, ces gens-là peuvent revenir et bénéficier de la clémence de l'État algérien. Sami Kaïdi, bonsoir. Bonsoir, Samia Bacha. Merci de nous rejoindre. Je vais vous demander votre réaction sur ce qui vient d'être dit par rapport notamment aux relations algéro-françaises. Je vais vous poser peut-être une question un peu particulière aussi. On disait l'Algérie pose ses conditions, notamment dans la relation algéro-française. Il y a aujourd'hui donc cet appel de la patrie en direction des jeunes. Ça, M. Qassimi l'a appelé uppercut politique. C'est vrai, on peut le qualifier ainsi pour finalement cesser toutes ces propagandes, mettre un terme à toutes ces propagandes inutiles. Et il y a aussi, on peut parler de la loi sur la criminalisation du colonialisme, c'est-à-dire que la relation algéro-française, si elle devait reprendre, elle reprendra dans d'autres conditions et avec de nouvelles exigences de la part de l'Algérie. Clairement, on peut parler de table rase avec le passé et une nouvelle dynamique qui est aujourd'hui claire, une Algérie qui affiche sans embâche sa souveraineté, qui est jalouse de sa souveraineté nationale et qui met aussi en avant le fait que c'est un État de droit, avec des règles qu'il faut respecter et que nul ne peut imposer ses desiderata à notre politique, à notre vision des choses et du monde. Et d'ailleurs, ça paraphrase un peu les propos de maître Fatma Zahra Ben Brahim, qui a déclaré que par une telle adoption, c'est-à-dire la proposition du président de la République de tendre la main à notre jeunesse qui est en situation de précarité ou d'irrégularité à l'étranger, c'est une forme d'une Algérie qui souligne, qui remet en exergue sa souveraineté nationale. Se réapproprie peut-être. Qui se réapproprie, exactement. Avec finalement cette vision assez claire, nette et précise qui est que l'Algérie n'abandonne jamais ses enfants. Et je pense que dans un monde qui aujourd'hui est en profonde mutation, tant on le voit sur la scène internationale, en termes de géopolitique, voilà, il y a une agitation assez particulière ces derniers temps. L'Algérie revient en force sur la scène internationale en mettant les limites du dialogue, c'est-à-dire que quand il y a un partenariat, on est à deux, on n'est pas à un. Il n'y a pas il n'est plus possible, il n'est plus envisageable dans ce monde qui finalement
se dirige quand même vers une multipolarité, même si c'est pas clair, même si on est dans une forme de clair-obscur, il n'est pas envisageable qu'un partenariat se décide seul, c'est à deux qu'on le décide. Oui. Artisan Malik, justement, on va regarder quelques extraits en images, en tout cas, des vidéos que vous faites régulièrement. Quelle est votre principale motivation? Est-ce que c'est justement de lutter contre ce qu'on est en train de dire en ce moment, c'est l'Algerian bashing, c'est la fake news contre le pays? Est-ce que vous avez d'autres aussi sujets qui vous intéressent dans le contexte que l'on connaît, géopolitique mondial? Alors moi, tout ce qui est défense des intérêts de l'Algérie en tant que nation, en tant qu'État, m'intéresse. À partir du moment où il y a des fake news et que ça attire mon attention et que c'est des fake news qui sont là pour nuire vraiment à l'avenir de l'Algérie, il y a beaucoup de choses qui sont dites à tort et à travers, que ce soit par des hommes politiques à travers le monde. Je vais même relier ça à la géopolitique. Dès que ça touche aux intérêts de l'Algérie et qu'on ne voit peut-être des fois même pas la relation, parce que l'Algérie, comme il a dit Samy, on vit aujourd'hui dans un village en réalité mondial où ce qui se passe aux États-Unis ou au Venezuela ou en Iran ou en France, tout est imbriqué, tout est imbriqué, tout se rejoint. Donc on est obligé de rétablir une certaine vérité parce que depuis le début, les fake news, et c'est surtout ça qui fait beaucoup de mal. Si on se contentait que d'analyser les vérités, à la limite, ce serait beaucoup plus facile et j'aurais pas d'utilité. Aujourd'hui, l'Algérie, et ça depuis des années, elle est visée vraiment par une multitude de fake news et c'est ce qui m'a vraiment, moi, motivé dès le départ à vouloir m'investir sur les réseaux sociaux, parce que je suis pas du tout de ce monde-là au départ, hein. Je suis un peu de la vieille génération et je cherchais un moyen de communiquer, non pas à une ou deux personnes des vérités, mais le maximum de personnes, et tout le monde se trouve, surtout la jeunesse aujourd'hui, même les plus anciens, hein, sont sur les réseaux sociaux. Donc je me suis investi là-dedans. C'est les fake news et c'est la défense des intérêts de l'Algérie en tant qu'État, des Algériens à travers le monde. Et on essaie de faire ça. Et rappelons que vous êtes aussi en plein processus de réinstallation en Algérie. Vous êtes un peu entre les deux. C'est ça, je suis vraiment entre les deux rives de la Méditerranée. Et voilà. On va regarder quelques extraits des vidéos que vous faites et on revient. Vous avez probablement dû le voir, comme c'est écrit sur l'agence France Presse, l'AFP, l'agence de presse officielle française, qui nous dit le Parlement algérien, le Parlement représentant le peuple, a adopté à l'unanimité une loi criminalisant la colonisation en général et la colonisation française de 1830 à 1962, en réclamant à la France des excuses officielles pour tous les crimes. Et là, je vais avoir les fachos, etc., qui vont venir nous voir. Il n'y a jamais eu pire crime sur Terre que celui que la France a commis en Algérie durant 132 ans, et encore plus pendant la guerre d'Algérie. Et on parlera des excuses des uns et des autres, peu importe. Ce que l'État français, et non pas le peuple, hein, cet État qui opprime aujourd'hui son propre peuple, a commis en Algérie n'a pas de nom. L'unité nationale, ensuite l'unité nationale, ensuite l'unité nationale. Si ça devait être mon dernier message pour 2025, vous l'aurez compris, ma dernière vidéo pour 2025, ce serait l'unité nationale. Ouli l'unité nationale, il sera broyé. Celui qui jouera avec l'unité nationale sera broyé. Si ça devait être mon dernier message sur Terre, je le dis. Il n'y a pas, comme l'a dit le président de la République, de différence entre le nord, le sud, entre Tinzaouatine et Haïdra, entre l'extrême ouest et l'extrême est. Il n'y a aucune différence. Donc vous voyez, le but c'était tout simplement de placer le mot Algérie, parce que un bus aurait été visé par des feux d'artifice, ça n'a aucun sens. Mais même au-delà de ça, admettons, tu as laissé les 813 voitures incendiées par des Français pour le jour de l'an, comme tous les ans on va en parler. T'as laissé, il y a eu des morts, Marseille, il y a eu des enfants écrasés, il y a eu des choses, des gens bourrés, etc. T'as laissé pour vous prouver, alors que cette classe politique est la classe politique la plus nulle que la France ait jamais portée, malheureusement pour le peuple français. Censés être des patriotes, des gens en responsabilité, des hauts cadres, etc. Ils ne connaissent même pas
l'actualité ou ce qui se passe ou où en est leur pays. La pire CAN de l'histoire, le match le plus fou que je n'ai jamais vu, il y a des limites à la folie. Il y a des limites à la folie. Voilà, beaucoup d'autorité, hein. On sent que voilà, vous maîtrisez vos sujets parce qu'il y a un vrai travail aussi de recoupement, de recherche de l'information. C'est-à-dire que c'est pas vos opinions propres que vous partagez. C'est vraiment un travail presque journalistique que vous faites. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de vraiment rester dans le factuel. Bien sûr, j'ai mon point de vue que j'essaie de transposer ou d'offrir à ceux qui me regardent à travers des faits factuels, des documents, des informations vraiment. Donc oui, il y a un peu de mon opinion, mais c'est surtout des faits. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est les faits. Et des opinions basées sur des faits. C'est ça. Parce qu'après, il y a une question de crédibilité. Là. C'est la chose la plus importante que j'ai toujours tenu à garder depuis le début, la crédibilité qu'on donne une seule fake news. Pour moi, tout mon travail sur 10 ans, 11 ans, serait remis en question. Donc j'essaie de rester le plus objectif possible. Sami Kaidi, vous connaissez Oui, je suis je vais dire, un fan invétéré de son compte, notamment sur YouTube, et je suis littéralement conquis. Alors, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de pédagogie dans la manière d'Artisan Mélique de présenter les thématiques. Donc, il y a beaucoup de fact-checking. Il y a également la déconstruction des campagnes hostiles qui visent notre pays, et avec un langage, un parler algérien qui touche tout le monde, toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés. Vous avez réussi à populariser cette défense inconditionnelle du pays à un moment, bien entendu, où l'Algérie est visée par des guerres de 4e et 5e génération, mais également une guerre cognitive qui ne laisse rien et qui vise finalement à désunir les enfants du même pays, à casser cette unité aussi de corps entre les institutions et le peuple algérien. Et ce qui est particulier, c'est que moi j'ai véritablement été touché aussi par ton travail concernant la défense des causes justes, et à leur tête également la cause sahraoui, parce que finalement, Artisan Mélique, ça fait une dizaine d'années que vous activez sur les réseaux sociaux, et vous avez remis au goût du jour, pour la jeunesse, je parle bien pour la jeunesse, cette défense des causes justes au début des années 2000, où il y avait toute une dynamique différente, etc. Donc finalement, dans cette défense de la patrie, il y a plusieurs canaux, si je puis dire. Il y a effectivement le rôle joué par les journalistes, par la presse officielle, mais également par ces youtubeurs, par ces influenceurs comme vous, qui contribuaient à renforcer ce travail de longue haleine, et qui est d'autant plus stratégique quand on voit le nombre d'attaques qui visent notre pays, qui visent sa culture, ses traditions, parce que finalement, cette guerre cognitive, elle est protéiforme. Elle ne se concentre pas uniquement sur des thématiques à caractère politique et économique, mais même identitaire. Car ce qui est recherché par les ennemis de l'Algérie, c'est de faire croire que notre nation n'existe pas, qu'elle a été créée de briques et de brocs, etc. Alors qu'en réalité, que nenni, c'est beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, mais il faut un travail pédagogique. C'est-à-dire que... Et c'est ça un petit peu l'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est un peu ça pour moi. Vous avez senti qu'il y avait un écho à votre travail, qu'il y avait un résultat? Alors, ça a été... Déjà, vous avez une communauté. C'est ça. Alors, c'est ce que je dis. Moi, j'ai pas une communauté. J'ai des frères et sœurs, surtout sur YouTube. Je pense que j'ai créé parce que c'est spécial YouTube. Donc, j'ai créé une véritable famille entre guillemets. Je disais, on était nous chez moi sur ma chaîne à l'abri. Tous les Algériens peuvent se rejoindre. Et pour moi,
il y a beaucoup le point central sur lequel ils veulent frapper, c'est l'identité algérienne. Et cette identité algérienne, pour moi, elle est tellement belle et tellement vraie et tellement palpable, et ce sont des causes justes comme la cause du Sahara occidental, où quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux à l'époque, je me rappelle, j'essayais de trouver, parce que j'avais toujours eu cette cause, par exemple sahraoui, au fond de moi, mais j'essayais de trouver des documents, des reportages, etc. Rien, quasiment rien. Aujourd'hui, je vois que la cause sahraoui, aujourd'hui, on la connaît. Le monde entier quasiment la connaît. Alors, pour différentes raisons, c'est une fierté. Je ne suis pas tout seul. Tout le monde a contribué à ça. C'est une fierté. Et pour moi, c'est une cause juste. Et ça fait partie réellement de l'identité algérienne. Le jour où l'Algérie perdra cet amour de défendre les causes justes, les peuples opprimés, pour moi, on aura perdu beaucoup et on sera passé à autre chose et on voudra nous détacher de notre patrimoine qui, à travers les siècles, a toujours été celui-là. Et je remercie et je rends hommage à tous les Algériens, toutes les Algériennes sur les réseaux sociaux, de la simple vue d'une vidéo au like, aux commentaires, à ceux qui font des vidéos. Il y en a qui défendent le patrimoine, il y en a qui parlent d'histoire, il y en a qui parlent d'économie. Il y a une mobilisation. Il y a une énorme mobilisation dans tous les domaines, parce que moi, peut-être que ceux qui découvrent les réseaux sociaux récemment ne le voient pas de la même manière. Moi, en 2014 et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Les Algériens sont investis, les Algériens défendent leur pays et se défendent eux-mêmes, parce qu'on le voit bien. Même les Franco-Algériens, certains n'étaient peut-être pas au fait de tout ce qui se passe, mais depuis 1 an et demi, ce qui se passe, ils voient bien qu'ils sont stigmatisés et ils voient bien qu'il y a des gens qui veulent nous nuire et nuire à notre unité. Donc j'appelle toujours à l'unité. Et voilà. L'unité d'ailleurs des Algériens de France et aussi des Algériens de tous les Algériens. Toujours garder notre boussole, c'est l'Algérie, l'unité de l'Algérie et nos institutions. Quand on perd un petit peu, on ne sait pas trop, les repères, on se fie à nos institutions, c'est le principal. Monsieur Qassimi, comment vous le voyez d'ailleurs? Allez-y, vous vouliez réagir d'abord? D'abord, je tiens à remercier Malik pour le travail qu'il fait. D'abord, il fait pas. J'ai souri d'ailleurs tout à l'heure quand il a dit que je fais partie de l'ancienne génération, mais il est toujours jeune. Donc, je pense que il doit continuer avec beaucoup de force, beaucoup de persévérance, pour continuer ce travail noble de défense des intérêts des Algériens de France ou d'ailleurs, des autres continents, de défendre la patrie. Et je tiens aussi à féliciter Canal Algérie, parce que Canal Algérie est en train d'ouvrir un peu l'antenne à des Algériens qui sont brillants à l'étranger et qui viennent à la télévision s'adresser aux Algériens d'Algérie ou d'ailleurs. Et cela, bien sûr, représente un peu l'expression de cette volonté politique des pouvoirs publics de vouloir un peu donner du tonus à cette communauté algérienne qui se trouve à l'étranger. À un certain moment, elle a été plus ou moins marginalisée, mais là, on s'aperçoit qu'il y a une volonté politique de vouloir construire des passerelles et que les Algériens qui sont à l'étranger, c'est le peuple algérien, et que les Algériens qui travaillent à l'étranger ont bien sûr cet amour de la patrie, de vouloir faire quelque chose pour l'Algérie, et nous avons vu un peu toute l'élite algérienne qui revient et qui voudrait offrir ses services pour la patrie, pour l'Algérie. Donc le plus important, c'est de continuer à, bien sûr, à fédérer cette communauté algérienne à l'étranger, continuer à la fédérer, continuer à lui donner beaucoup plus de moyens pour qu'elle puisse défendre ses intérêts, continuer aussi à l'organiser. Il faut absolument, pour qu'on puisse devenir un puissant levier d'influence, il faudrait qu'on puisse s'organiser de manière effective, bien sûr, et cela est en train de se faire actuellement sur le terrain. Il faudrait qu'on continue à travailler dans ce sens. On va passer à la troisième thématique que nous avons prévue ce soir, et on a prévu de vous parler de cette CAN, de cette Coupe africaine des Nations. Je voudrais votre avis, vraiment une vue d'ensemble sur ce tournoi qui, je le disais en début d'émission, est fortement entaché de polémiques et de tout type de scandales, vraiment. Oui, c'est malheureux parce que pour moi, la CAN, c'est une véritable vitrine. Alors, pour le football africain, pour les arbitres africains, mais au-delà de ça, de l'Afrique. Vraiment dans tous les domaines économiques, politiques, etc. Et cette CAN, ce que j'ai vu, et ce qui a été vu par le monde entier, la presse de France, d'Europe, d'Amérique latine, les influenceurs et la presse d'Afrique en entier,
J'ai vu encore les Égyptiens ce matin. J'ai Ouais. vu. Malheureusement, ça nous donne une mauvaise image. Ça ne nous honore pas, C'est en tant malheureux qu'Africains. pour l'Afrique. C'est vraiment malheureux pour l'Afrique. C'est pas une belle image qu'on a. Sami Kaidi, à quel point, selon vous, cette CAN a déjà nui ou va nuire considérablement à l'image du football africain, de l'arbitrage aussi, qui a connu des scandales multiples? C'est une canne clairement de l'ignominie. Je me suis permis d'aller sur les réseaux sociaux pour lire et constater de visu les commentaires des Africains, des peuples africains concernant l'organisation catastrophique, l'arbitrage complètement scandaleux. Et figurez-vous que les Africains sont unanimes à dire que c'est la pire CAN qui s'est déroulée ces dernières années, avec de nombreuses provocations, avec un arbitrage choquant, avec un décès, parce qu'on a perdu un confrère, Mohamed Soumaré, qui est consultant sportif malien, un ami de l'Algérie, qui est même né à Alger et qui a vécu longuement à El Harrach. Il a perdu la vie dans Des circonstances très troublantes. Effectivement. Et alors que son parcours au cours de la CAN était connu pour une critique acerbe de l'arbitrage et des conditions d'organisation de ce tournoi qui est tout sauf fair play. On a pu voir que... Selon vous, il aurait pu peut-être être victime de... Mais clairement, quand on voit que le régime féodal marocain emprisonne un jeune Algérien qui a la vingtaine, en l'occurrence Raouf Belkacemi, pour une blague. Il risque jusqu'à 2 ans de prison. D'ailleurs, l'ensemble de nos compatriotes sur les réseaux sociaux sont unanimes à appeler sa libération immédiate et inconditionnelle. Donc, ce régime colonial, féodal, qui est connu pour ses multiples trahisons au cours de l'histoire, est capable de tout. Alors, s'il est capable d'emprisonner un jeune d'une vingtaine d'années pour une blague, je pense qu'à tuer une personne, il n'y a plus qu'un pas, en l'occurrence. À cela s'ajoute aussi les critiques multiformes des joueurs. La dernière en date, c'est Osayi Samuel, qui est ce joueur de l'équipe du Nigeria et qui parle d'un arbitrage scandaleux. Il y a également particulièrement les arbitrages des rencontres qui impliquent le Maroc. Le Maroc. Imaginez-vous que l'équipe marocaine a bénéficié 5 fois durant du même assesseur sportif, qui est le Congolais Louzaya. C'est totalement lunaire. Au même moment, des pénaltys qui ne sont ni accordés à l'équipe d'Algérie, ni accordés à l'équipe du Cameroun, des fautes imaginaires qui ne sont pas sifflées. D'ailleurs, il y a de nombreux spécialistes du football, d'autres journalistes sportifs. J'ai en tête Grégory Schneider, qui est ce journaliste du quotidien français Libération, qui parle de services commandés par rapport à l'arbitrage. Il dit même qu'il faudrait gagner du temps et pas épuiser les joueurs et donner directement la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Oui. Au même moment, un autre journaliste sportif, toujours français, Romain Molina, qui est connu aussi pour sa présence sur les réseaux sociaux, parle de la corruption morale de la CAF, donc de la Confédération africaine du football, en pointant du doigt le rôle plus que trouble de l'ARJA, qui cumule les mandats et qui a mis en œuvre le président de la Fédération marocaine de football et qui est vice-président de la CAF, et qui est aussi membre qui a un poste aussi au sein de la FIFA et qui a un rôle très trouble. Il a des accointances, notamment selon les célèbres hackers Jabarut, des accointances avec l'affaire scrabeuse d'Escobar du Sahara, qui est ce trafic de drogue entre le Maroc et certains États du Sahel. Donc on voit bien finalement un rôle de trouble du premier responsable du football au Maroc, d'un vice-président de la CAF. Et à cela s'ajoute aussi l'attitude inadmissible
des supporters marocains au Maroc. On a vu une flopée de vidéos où des supporters algériens se font agresser, humilier, l'emblème national a été profané. On voit ce même type d'attitude avec d'autres équipes africaines, des provocations, des menaces, notamment même contre l'équipe du Nigeria. Et pire que cela, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations, qui est censée être finalement cette kermesse continentale, cette fête du continent, Elle a été gâchée. elle a été gâchée notamment par plusieurs facteurs, à l'image de places vendues à des prix exorbitants, plus de $350 pour certains matchs, des places non disponibles pour certaines équipes. Donc, alors justement, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences, Monsieur Qassimi, à la suite? Il va y avoir des enquêtes au niveau de la CAF Je vais vous dire une chose. Oui. Je reviendrai à l'événement et l'incident qui a été signalé et qui s'est déroulé hier, malheureusement. C'est la mort du journaliste malien. D'abord, il faut préciser que ce journaliste malien n'est pas mort de mort naturelle. Il est mort dans des conditions assez trop, pour ne pas dire, il a fait l'objet bien sûr, d'une violence physique qui a été suivie, bien sûr, d'un accident qui a été à l'origine de sa mort. Donc, les enquêtes judiciaires, il y aura d'abord des enquêtes judiciaires qui ne se feront pas au Maroc. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr, sans aucun doute. Sans aucun doute, on est en présence d'une liquidation physique pour la simple raison que le journaliste malien était en possession de documents qui étaient en train d'enquêter sur des dossiers de corruption, des matchs qui se sont déroulés au Maroc. D'abord, c'est pas une Coupe d'Afrique, puisque toutes les équipes ont été victimes d'un mauvais arbitrage partiel. Donc les équipes africaines ont été éliminées systématiquement une après les autres. Et là, on pourrait un peu retirer un peu le statut de Coupe d'Afrique. C'est une petite coupe du Maroc que le Maroc va remporter de manière un peu odieuse et immorale. Et il faut expliquer aussi que l'argent du hashish et l'argent bien sûr, l'argent criminel bien sûr, qui a coulé à flot dans, bien sûr, les coulisses de cette Coupe du Maroc, a permis un peu, bien sûr, de défigurer et de porter surtout qu'à l'occasion de cette Coupe, le continent africain a été la risée du monde. Les Marocains sont arrivés à ridiculiser le continent africain, à jeter l'opprobre et le déshonneur sur le continent africain. Et cela, bien sûr, est un projet bien calculé, bien préparé, dans l'esprit aussi, parce que quand on introduit l'argent sale dans cette compétition, ça provoque bien sûr des confrontations. Et l'objectif, c'est de créer des inimitiés entre les populations, entre les États, de diviser les États africains, de les opposer. Et bien sûr, les Marocains, avec l'aide de certains activistes subversifs, il y a eu bien sûr des services occidentaux qui ont participé d'ailleurs de manière assez curieuse à cette manifestation sportive. Donc, c'est une manifestation sportive qui a été politisée et qui a perdu de son emprise, qui a perdu de sa notoriété. Est-ce que c'est pas aussi par rapport à un agenda national, c'est-à-dire obtenir cette coupe bien pour sûr, limiter, vous devez savoir pour calmer un peu la rue marocaine? Oui, la rue, vous savez que très agitée depuis la longtemps. situation sociale et économique au Maroc est tellement délétère que même si on leur donne plusieurs coupes du Maroc, ça ne risque pas de calmer la population. Et vous devez savoir que bien sûr, contestations sociales vont reprendre, d'autant plus que nous sommes à l'aube d'une succession houleuse, difficile, au niveau du trône et qui risque de se terminer mal se passer. Très mal. Qassimi est très juste, d'autant plus que dans son ouvrage Géopolitique du football, M. Boniface parle du football comme étant un élément constitutif des relations internationales et de la politique étrangère, et on le voit clairement avec le régime féodal et colonial marocain, avec la dernière nouvelle qui est tombée en soirée, avec la décision de la fédération marocaine d'inviter
des influenceurs sionistes pour venir faire la promotion du Maroc et de cette Coupe du Maroc. Et donc on voit bien comment un événement qui est censé être africain, continental, est dévoyé et utilisé à des fins de propagande, finalement, même sioniste et maroco-sioniste, si je puis dire. Et pour finir, il y a un point qui est quand même fondamental, c'est avec la complicité de la CAF. Oui, bien entendu. CAF qui est infiltré par M. Lakjar. M. Lakjar qui est connu avec ses incointances avec les milieux de la drogue et du blanchiment d'argent, et qui est également connu pour sa violence qui est relatée par tous, notamment en 2019. Il y a eu un événement extrêmement choquant où M. Lakjar, dans un match qui opposait l'équipe marocaine de Berkane avec l'équipe de Zamalek en Égypte, s'est permis de donner un coup de tête à un arbitre de nationalité éthiopienne, et l'arbitre n'a pas osé déposer une plainte parce que, littéralement, selon plusieurs sources, il aurait dit que si il allait au bout de sa démarche, il allait ruiner définitivement sa carrière. Donc on voit bien comment la CAF est prise en otage, comment le continent africain, le football africain est pris en otage, et qu'il faut, je pense, la conjugaison de plusieurs efforts pour libérer. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences justement au niveau de... Bon, vous dites la CAF est complice finalement, il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas de sanctions. Mais elle est infiltrée, comme oui, c'est ce que le verre est dans la pomme. C'est vous qui le dites. Je pose la question. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Souvenez-vous un peu le cas de Blatter ou de Hayatou et Issa Hayatou qui ont régné pendant des décennies sur la CAF et sur la FIFA. Comment ça s'est terminé pour eux? Des procédures judiciaires à l'infini qui se sont terminées par, bien sûr, des affaires judiciaires scabreuses. Et l'ancien président de la CAF, aussi Hamato, qui s'est réfugié au Maroc, qui a été emprisonné et arrêté en France. Donc vous devez savoir qu'il ne faut pas insulter l'avenir, parce que pour ces personnes qui sont allées trop loin dans la corruption, et dans, bien sûr, la destruction du sport africain. Là, on est en présence d'une opération de destruction du sport continental, et la décision scandaleuse qui a été prise par la CAF de vouloir un peu reporter, d'organiser tous les 4 ans une Coupe d'Afrique. Donc c'est une CAF qui a cédé aux instructions de la Fédération européenne de football pour ne pas libérer les joueurs professionnels africains, et c'est un peu, on est dans la casse et dans la destruction du football africain. Et croyez-moi que les États, l'Union africaine, vont réagir et ne vont pas laisser passer de tels faits aussi scandaleux. Artisan Malik, votre avis un petit peu sur cette CAN et ce que vous avez relevé, vous, personnellement? Alors, cette CAN, pour moi, elle avait 2 objectifs. Un, éliminer le plus vite possible l'Algérie, et je dis bien un, parce que... et 2, faire gagner le Maroc, peu importe les moyens utilisés. Alors on a vu, malheureusement, en plus de ça, je pense que ça a plus nui au Marzen et ce qu'il voulait dégager comme image, que ça ne lui a fait du bien. Parce que en réalité, par exemple sur le jeune, j'espère Inch'Allah qui sera libéré, qui a été emprisonné, c'est des jeunes qui sont loin de toute politique et de toute polémique. Pour eux, c'est khawa khawa, etc. Il est parti dans cet esprit-là. On l'a vu quelques jours avant, faire de la publicité, venez au Maroc faire vivre la CAN, etc. La majorité des gens qui étaient au Maroc étaient dans cet esprit-là, et finalement ça s'est terminé par un emprisonnement, par des choses, on l'a vu à la fin, où les journalistes algériens ont agressé, ils ont tenté de nous humilier, on a tenté de nous coller une image qui ne correspond pas à la réalité, mais peu importe, ce qui est vrai, c'est ça. Après, comme je vous l'ai dit, ça a fait du mal donc à l'image du Maroc lui-même, et on le voit, le monde entier en parle, donc il y a bien des raisons. Ça a ouvert les yeux à beaucoup, surtout sur le continent africain. Moi, je vois beaucoup d'influenceurs, etc., en parler, et ça nuit à l'image de l'Afrique. Alors, sur la CAF et sur ce cycle, et on sait, tous les corrupteurs finissent, on sait comment ils finissent un jour ou l'autre. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Si c'est pour refaire la même chose, trouver encore de nouveaux corrompus, de nouveaux corrupteurs par la suite, il faut des balises, des garde-fous, justement, pour ne pas
revivre un tournoi continental, l'organisation d'un tournoi dans ces conditions-là. C'est ça. Et puis l'avenir du football africain et même l'image de l'Afrique. Parce que moi, je reste encore convaincu. Donc il y aura, selon vous, un avant et un après cette CAN. J'espère bien. Le jour où il y a eu le match Algérie, là où on a été éliminé contre le Nigeria, pour moi, j'avais fait une vidéo et j'avais comparé ce match-là que j'ai appelé le match de la honte au match de 1982 entre l'Autriche et l'Allemagne qui a changé les règles du jeu. Pour moi, on doit absolument passer à autre chose, trouver des mécanismes, des garde-fous pour ne plus jamais revivre ça, parce que ça fait du mal à l'image de l'Africain, de l'homme africain. On n'est pas capable, nous, d'organiser un tournoi ou un semblant d'honnêteté, parce que je ne vais pas dire que les autres confédérations ou fédérations... Oui, elles ne sont pas mieux loties. Elles ne sont peut-être pas aussi planches que ça, mais en tous les cas, il y a les apparences, il y a quelque chose, un minimum d'honnêteté à avoir, exactement. Ouais. Et ça fait du mal. Sami Kaïdi, un dernier mot pour terminer. Alors moi, on a parlé d'humiliation, mais où la plus grande humiliation résidait dans cet étrange jeu de chaises musicales avec des changements d'arbitre 24 heures avant les matchs. Donc on a pu le voir avec notre match, avec Algérie contre le Nigeria, où l'arbitre sénégalais Issa Si a été désigné 24 heures avant... et pendant la nuit, en plus. Et pendant la nuit. Avant le match. Avec la mise en... ils ont ajouté à cela un assesseur marocain, donc encore plus étrange. Pour le match qui a opposé le Cameroun au Maroc, on a pu voir aussi à quelques heures du match un changement d'arbitre avec la désignation d'un arbitre mauritanien dont son attitude a trahi sa complaisance. Mais où le régime marocain a raté encore une occasion de se taire, c'est avec l'instrumentalisation de Lubumba. Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, aux Algériens, Algériennes et aux Africains et Africaines que le Maroc est le pays qui a trahi Patrice Lumumba, qui l'a livré à ses bourreaux et qui a servi de villégiature à ses bourreaux. Tandis que l'Algérie a vengé Patrice Lumumba en accueillant, enfin finalement en réservant une punition à la hauteur à Moïse Tchambé, qui est un des plus grands instigateurs de son meurtre. Son assassin. Avec Mobutu, en l'occurrence. C'est un général marocain qui était dans les forces des Nations Unies. Le dénommé Benamou Keitani. Livré, arrêté Patrice Lumumba pour le remettre, bien sûr, aux forces, aux milices de Tchambé qui l'a assassiné. Mais l'Algérie s'est vengée en arrêtant l'avion, bien sûr, de Tchambé qui était sur le qui passait dans les ciels algériens, qui a été arrêté, qui a été emprisonné. D'ailleurs, Tchambé qui est mort en Algérie. En prison. Oui. Et ce qui fait que finalement, avec ce voisin marocain, nous avons des ADN politiques radicalement différents. Alors que l'Algérie se place comme étant... Notamment aussi vis-à-vis de la cause arabe, la cause palestinienne. Des causes arabes, palestiniennes, africaines, et des causes justes dans leur ensemble. L'Algérie reste et demeure fidèle à ses principes, à ce phare des libertés, de défense des causes justes, tandis que le Maroc est, somme toute, tout aussi fidèle à ce phare finalement de la compromission, de la trahison. Et finalement de la traîtrise, malheureusement. Et d'ailleurs, c'est souligné notamment par de nombreux Africains qui aujourd'hui ont découvert le Maroc. Mais c'est aussi une forme de traîtrise aujourd'hui vis-à-vis de l'Afrique. Avoir autant ridiculisé un tournoi aussi important, continental, c'est aussi une forme ce n'est pas nouveau quand on sait que le précédent roi, donc le prédécesseur de Mohamed VI, Hassan II, avait qualifié l'OUA, qui est l'ancêtre de l'Union africaine, de conférence tam-tam. Donc on voit bien que cet ADN de haine et de condescendance à l'égard du continent et des Africaines et Africains. Voilà, je vous remercie, messieurs. Vous voulez ajouter quelque chose vraiment pour terminer ? Non, pas particulièrement. Moi, je voudrais ajouter une chose. Il faudrait revenir à l'histoire, que la monarchie, le royaume du Maroc n'a jamais existé. C'est le sultanat de Fès et de Marrakech. Donc, on est dans l'usurpation à grande échelle. Et avant le passage de Lyoté.
Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à monsieur Hassan Qassimi, expert en relations internationales, artisan Malik, qu'on ne présente plus en réalité. Vous êtes connu sur les réseaux sociaux, vous êtes créateur de contenu franco-algérien. Et à Sami Kaidi, qu'on ne présente plus non plus, qui est le consultant de l'émission. Merci à vous. Aussi pour remercier énormément Artisan Malik pour tout ce que vous faites. C'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves, donc merci infiniment. C'est tout à fait vrai. Je te retourne le remerciement. Merci beaucoup à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Au revoir.